enfin de reprendre conscience. J'avoue que j'ai été un peu dur avec toi. En même temps, tu m'as donné beaucoup de fil à retordre. Si tu avais été plus loquace, tu n'aurais pas souffert autant. J'espère que tu t'es bien reposé, car dans une heure, ce sera le final. Le moment de ton jugement et de ta sentence. Je voudrais savoir, avant, j'espère que tu as aimé le petit spectacle que je t'ai fait. Je savais que tu aimais beaucoup cet artiste, donc je me disais que danser sur cet agneau était pour moi le choix le plus approprié. Oh, voilà un regard bien mauvais que tu me lances. En même temps, tu ne peux plus faire que cela, vu que je t'ai disloqué la mâchoire. Alors, à défaut de me cracher ta haine par la parole, tu le fais par le regard. En même temps, si aujourd'hui tu es tombé entre mes griffes, c'est entièrement de ta faute. Tu pensais vraiment t'en sortir. Tu pensais vivre une existence tranquille, loin des conséquences de tes actes, comme si tu n'avais rien à te reprocher. Alors que tu as pollué des terres, les rendant impropres à la culture pour des dizaines d'années, tu as contaminé des nappes phréatiques qui ont été ensuite utilisées par des personnes qui sont tombées malades. Combien de femmes as-tu rendu stériles? Ou combien ont-elles développé un cancer? Combien d'enfants resteront marqués par ta cupidité? Et quand le voile se lève enfin sur tes pratiques, tu aurais pu et dû assumer tes actes, faire amende honorable, demander pardon aux personnes que tu as blessées et payer pour tes crimes. Mais c'était trop te demander. Tu as appelé tes amis haut placés au gouvernement et tu t'en es sorti sans avoir un procès, où tu aurais fini coupable à coup sûr. Par la suite, tu as continué à mener ta petite vie, balayant d'un revers de la main toutes les personnes que tu as condamnées à une mort lente, mais certaine. Cependant, tu as oublié un petit détail. Tu ne pensais pas tomber sur nous. Et alors que je t'ai fait subir ce que tu mérites amplement, tu me lances encore ce regard de colère en pensant que tu pourrais me rendre la monnaie de ma pièce. Quel courage tu arrives à puiser dans ton désespoir. C'est assez amusant quand on y pense, car il n'y a pas 20 minutes, tu pleurais et gémissais pour ta vie. À croire que ce que je t'ai fait ne t'a pas suffi. Non, ne t'en fais pas. Pas la peine de te débattre. J'ai fini de m'amuser avec toi. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'attends le verdict pour le bouquet final. Alors oui, je sais ce que tu penses. Pourquoi j'agis comme ça? Qu'est-ce qui m'a poussé dans mon passé à agir de la sorte? Peut-être qu'il s'agit d'un traumatisme de mon enfance. Peut-être que mon père était alcoolique et violent, et il me battait en permanence, et que ma mère était tout aussi abusive que lui à mon égard. Et si c'était le cas, cela justifierait mes actes? Ou les pardonnerait? Tu sais bien que non. Et pour te dire la vérité, je n'ai jamais été maltraité. J'ai même grandi dans un foyer rempli d'amour, et je n'ai manqué de rien. Ainsi que mes frères et sœurs d'ailleurs. Cependant, j'avoue que j'ai toujours eu une plus grande empathie que la moyenne pour la justice. Très vite, j'ai commencé à agir à ma façon. Mon premier acte de justice, c'était quand j'avais 8 ans. Il y avait, dans le village où j'ai grandi, une scierie. La personne qui la tenait était un véritable connard. Il avait pour idée de protéger son entreprise, d'engager 2 énormes molosses. Je sais ce que tu vas me dire, rien d'anormal. Cet homme avait la fâcheuse habitude de laisser parfois son portail ouvert
et ces deux chiens pas attachés. Le truc, c'est que cette route était utilisée par de nombreux enfants, y compris moi. C'était pour nous une façon d'arriver plus rapidement à l'école et de revenir chez nous. Bien entendu, quand le portail était ouvert, les chiens avaient la fâcheuse tendance de nous poursuivre. Et à ce moment-là, on se changeait tous en Carl Lewis. Bien entendu, des parents sont venus demander des comptes en lui demandant de fermer son portail ou d'attacher ses chiens, en lui expliquant qu'un jour il arriverait quelque chose de grave. Mais personnellement, c'était comme pisser dans un violon, comme on dit. Et ce qui devait arriver arriva. Un jeune garçon, un peu plus vieux que moi à l'époque, a été attaqué. C'est un adulte plein de courage qui a frappé sur les chiens pour le sauver. Les parents ont alors demandé des comptes, demandant la mort des chiens. Mais il était un grand ami du maire de l'époque et il a été protégé. Moi, j'avoue que ça m'a mis en colère. Je considérais que ces chiens devaient être punis. De plus, quand mes parents en discutaient, ils étaient d'accord avec moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Alors, un jour, un dimanche, pour être plus précis, j'ai décidé d'intervenir. J'ai mélangé de la mort au rat dans de la viande hachée. J'en ai fait des boulettes et je les ai jetées. Ils sont morts 2 jours après dans d'atroces douleurs. J'en ai été très fier à cette époque. Mais avec le recul, n'étaient pas les animaux les responsables, mais leur maître. C'est à lui que j'aurais dû m'en prendre. Et à partir de ce jour, je me suis promis que je ne ferais plus jamais de mal aux animaux. C'est pour cela que j'ai endormi les tiens quand je suis venu te chercher. Par la suite, j'ai continué à rendre la justice pendant plusieurs années. Cela se passa bien. Mais, hélas, rien ne dure éternellement. Et un jour, on m'a surpris. En même temps, je n'avais que 12 ans. Les parents ont bien sûr été inquiets, alors ils ont fait ce que tout bon parent font. Ils envoient leur enfant voir un psy. Alors, ce gentil psy a découvert que j'étais, disons, un peu plus empathique que la moyenne, et de plus que j'étais HPI, comme on dit aujourd'hui. Et que pour oublier mes envies de justice, je devais être occupé en permanence. J'ai fait différents sports de combat et même de la danse et du théâtre. Mais ça n'a jamais changé ma vision des choses. Bien entendu, par la suite, j'ai dû être plus discret. Mais je n'ai jamais franchi la ligne. Un peu comme Batman. Les années passèrent. Je suis devenu un homme. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Professionnellement, je souffrais. Je ne comprenais pas comment des entreprises qui faisaient du profit fermaient leurs usines, jetant des centaines, voire des milliers de personnes à la rue. Alors, j'ai ouvert ma propre entreprise, qui permettait de former des salariés ou de permettre à des entreprises de se reconvertir en leur apportant des formations ou les structures nécessaires à leur reconversion. Je faisais en sorte pour cela qu'ils rentrent en contact avec des personnes qui pouvaient leur apporter la solution. Pour ma femme, c'était une idée folle. Pour moi, c'était la meilleure solution. Je m'y suis jeté à corps perdu, afin que cela fonctionne le plus rapidement possible. Ça a été malheureusement ma plus grosse erreur. Je me souviens de cette nuit. L'été pour nos 8 ans de mariage. J'avais mis les petits plats dans les grands, une sortie au théâtre suivie d'un repas dans un magnifique restaurant. Tout se passa bien au début. Mais arrivé au repas, ça a dérapé. On a commencé à se disputer, au point qu'on a quitté le restaurant avant la fin du repas. Et la dispute a continué dans la voiture. Elle me reprochait des tas de choses. Le fait est que j'étais trop absent, que je m'occupais moins de la maison, que je m'occupais moins des enfants, que quand je rentrais, j'étais si fatigué que je voulais qu'on me laisse en paix. Et puis, c'est arrivé. Un choc violent sur le côté de la voiture, qui a fait le tonneau. Le verre brisé qui vous coupe le visage, suivi d'un bourdonnement dans les oreilles. J'ai vu un homme sortir de la voiture en panique. Il s'est approché de moi. Je l'ai supplié de m'aider, de sortir ma femme de la voiture. Mais au lieu de ça,
il s'est enfui. J'ai continué à appeler à l'aide, à en perdre la voix, jusqu'à ce que les ténèbres m'emportent. J'ai appris bien plus tard que c'est un couple qui nous a retrouvés et a appelé les secours. J'ai été plongé dans le coma. Sais-tu ce que l'on ressent quand on est dans cet état? Le coma, c'est une prison personnelle. On est dans le noir en permanence. Vos amis, votre famille vous parlent. Vous entendez leurs voix mêlées à leurs larmes, vos enfants vous suppliant de vous réveiller. Et alors qu'on souhaiterait ouvrir les yeux, bouger les doigts, remuer les orteils. Et leur sourire pour les rassurer. Vous vous rendez compte que vous n'êtes même plus maître de votre corps. Et que vous êtes comme suspendu dans le temps. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, 3 mois se sont écoulés. J'avais perdu du poids. Mais je m'en moquais. Toutes les personnes que vous aimez arrivent. Leurs larmes sont celles de la joie, du bonheur. Et puis vient la question que vous n'aurez jamais dû poser. Où est ma femme? Et soudain, les larmes deviennent à nouveau celles de la tristesse. On m'annonce alors que ma femme est morte quand on l'a transportée à l'hôpital. Ainsi que l'enfant de 3 mois qu'elle portait. Et je n'étais même pas au courant de ça. À ce moment-là, mon univers s'est effondré. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on m'annonce que ma jambe droite a été broyée et qu'une longue rééducation sera nécessaire. Et qu'il y a de grandes chances que jamais plus je marche normalement. Et puis quelques jours plus tard, la police arrive. Elle vient me voir. Je leur dis tout. Surtout en même temps, comment oublier le visage d'un homme qui hante vos cauchemars. Les jours, les semaines passent. Je me bats pour remarcher, pour ne pas sombrer dans la tristesse, car mes 2 enfants ont besoin de leur père. Et pour la faire, vous faites confiance à la justice. Je me dis qu'ils le retrouveront, qu'il sera jugé et qu'il paiera pour les crimes qu'il a commis. Mais hélas, ça ne fonctionne pas ainsi. On m'apprend que le coupable est le fils d'un prince saoudien, qu'il est diplomate, et que suite à cet incident, il a été envoyé en Allemagne. Les policiers vous disent qu'ils sont désolés, qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. J'ai refusé de perdre espoir. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai supplié mon gouvernement de le faire revenir ici. J'ai frappé à toutes les portes pour que l'on m'écoute. Et quand enfin on me reçoit, c'est pour mieux me dire d'abandonner, que mon pays ne bougera pas le petit doigt, et qu'il y a des intérêts bien plus grands que vous en jeu, comme le pétrole. Et enfin, ils finissent par une petite tape sur l'épaule en me disant d'oublier, de continuer à avancer, pour me reconstruire, non pas seulement pour mon bien, mais pour aussi celui de mes enfants. À ce moment-là, la colère commence à naître. Elle se développe comme un cancer, me bouffant de l'intérieur, me consume. Très vite, la colère est devenue la seule chose qui me poussait à me lever le matin, à travailler, à continuer d'avancer. Elle était là à chaque instant, si bien qu'elle occupait toutes mes pensées, et qu'il ne suffirait qu'une petite étincelle pour la faire exploser. Et un jour, cette étincelle est arrivée. Parmi toutes les personnes qui s'occupaient de l'enquête sur la mort de ma femme, il y avait un policier qui, lui, n'a jamais abandonné. Un homme bien. Et un jour, il est venu me voir. Je suis sûr qu'il était rempli de toutes les meilleures intentions du monde. Mais ce qu'il m'a avoué a fait l'effet d'une bombe. Apparemment, je n'étais pas sa première victime. Bien au contraire. J'étais la 10e, et à chaque fois il avait été sauvé par sa famille ou ses relations diplomatiques. Quand il est parti, il n'a pas entendu le bruit que fait un petit bout d'humanité quand il vole en éclats. À ce moment-là, ma colère a explosé. Je me suis mis à retourner tout mon salon de rage et à tout détruire. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule pensée en tête. Je voulais qu'il paye. Et si les autorités n'étaient pas capables d'agir,
Alors je le ferai. Et dans ma tête, je me suis mis à élaborer un plan. Ça a mis du temps. Beaucoup de temps. 1 année complète, pour être plus précis. Mais on dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je savais qu'il traversait la frontière pour se rendre en Alsace, afin de rendre visite à une escorte. J'ai prétexté m'occuper moi-même d'un client pour m'y rendre. Là-bas, j'ai volé 2 voitures, acheté en espèces des vêtements, et je me suis rendu dans un magasin de fête en Allemagne pour acheter un masque, lui aussi en espèces. La nuit venue, j'ai frappé. Je ne savais pas quelle route il passait, la marque de sa voiture et à quel moment il passerait, pile là où je l'attendais. Et il ne m'a pas déçu. J'ai ensuite utilisé la première voiture que j'avais volée comme un bélier, percutant la sienne. Je suis sorti de ma voiture et j'ai remarqué qu'une femme était avec lui. Je l'ai sortie de la carcasse de celle-ci et je l'ai mise en sécurité. Ensuite, je me suis occupé de mon centre d'intérêt. À ce moment-là, j'ai enlevé mon masque et lui ai demandé de me regarder. Je lui ai dit: « Te souviens-tu de moi et de l'accident qui m'avait fait perdre ma femme ?» Mais il ne me reconnaissait pas. Il me suppliait de l'aider. Il me disait qu'il était prêt à me payer tout ce que je rêvais. Mais moi, je n'en avais que faire. Je lui ai redemandé encore une fois s'il se souvenait de moi, mais il a juré qu'il ne me connaissait pas. C'est étrange. Moi, je ne l'avais jamais oublié. Il avait hanté mes cauchemars pendant plusieurs mois, des années. Mais lui, il m'avait effacé de sa mémoire d'un revers de la main. À ce moment-là, je suis devenu comme fou. J'ai attrapé sa tête et je l'ai fracassé contre le bitume jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que des os et de la bouillie. Après cela, je suis parti avec la seconde voiture. Mais avant cela, j'ai appelé le secours pour la femme, avec son propre portable bien sûr, pour ne pas qu'on me trace. Vous savez, quand on fait ce genre de méfait, on vit en suspens dans le temps. Et pendant 2 mois, ça a été le cas pour moi. J'attendais, je ne sais pas, que les policiers viennent pour m'arrêter, qu'ils découvrent ce que j'avais fait. Et j'étais prêt à me rendre si ça avait été le cas. Mais ils ne sont jamais venus. Et puis un jour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Il y avait que pour cette phrase: « As-tu quelque chose à te reprocher ?» Il ne fallait pas être un génie ou chercher bien loin pour savoir que j'avais été grillé. Par quelqu'un en tout cas. Alors j'ai répondu que je n'avais rien à me reprocher, et que je ne regrettais rien de ce que j'avais fait, et que mon unique regret était d'avoir eu foi en une justice qui ne punissait pas les privilégiés. Et comme seule réponse, j'ai eu un autre message. On me donna un rendez-vous en me disant de venir seul. J'avoue que j'ai douté. Et j'ai bien failli refuser. Mais la curiosité a pris le dessus et j'y suis allé. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a mis un sac sur la tête et on m'a mis dans une voiture. Je ne sais pas combien de temps nous avons roulé, mais au bout d'un moment on s'est arrêté. On m'a fait descendre. Je me suis retrouvé devant un vieil entrepôt. Les personnes avec moi portaient tous des masques. Et ils étaient tous différents. Ils m'ont fait signe d'entrer. Ils n'ont prononcé aucun mot. Ils m'ont juste pointé l'entrepôt du doigt. Et, crois-moi ou pas, mais au centre du bâtiment se trouvait une table et un repas. Et à l'autre bout de celle-ci, une personne qui se présentait sous le nom de Beast. Nous avons parlé longuement pour connaître les raisons de ce qui m'avait poussé à agir. Mon ressenti sur comment le monde était régi et comment la loi ne s'appliquait pas à ceux qui méritaient 100 fois une punition. Puis il m'expliqua la raison de ma venue ici. Il me parla des Shivers et de leur rôle. Il me parla de leur histoire et de leur longue, très longue existence. À la fin du repas, on m'a fait une proposition.
devenir l'un d'entre eux. Et, sans prendre le temps de la réflexion, j'ai dit oui. J'ai été formé par un homme qui se surnommait le dandy. Une fois ma formation achevée, j'ai dû prendre un nom. Et pour moi, quel meilleur hommage à mon mentor que celui du gentleman. Maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis un Shiver. Et à aucun moment, je n'ai regretté mon choix. Tu te demandes pourquoi je dis tout ça? Eh bien, tout simplement, car je sais que tu seras jugé coupable et qu'il te reste que quelques minutes avant d'aller en enfer. Là où certainement ma première victime t'attend. Ou bien, c'est peut-être que ton comportement envers tes victimes m'a fait penser à l'homme qui a failli me détruire. Certainement, ruiner ma vie. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai été particulièrement plus dur avec toi qu'avec les autres. Tu pleures? Comme c'est touchant. Mais dis-moi, ces larmes sont-elles réelles? Tu penses pouvoir m'attendrir et stopper mon bras vengeur? Sache que tu te trompes lourdement. Et d'ailleurs, tu n'es pas le premier qui me fait ça. Et les gens comme toi ne prennent conscience de leur mortalité que quand ils sont au pied du mur ou devant le peloton d'exécution. Mais si ça peut te soulager, quelque chose de bien ressortira de ta mort. Car vois-tu, nous avons piraté tes comptes, même ceux en Suisse et aux îles Caïmans. Et dès demain, toutes tes victimes recevront un virement d'une somme colossale, capable de leur permettre de reconstruire leur vie et aussi de se soigner comme il se doit. C'est une bien maigre consolation, mais c'est mieux que rien. Bien, maintenant parlons de ton exécution. Pour toi, j'étais très imaginatif et j'ai même mis ton entreprise à contribution. Tu as remarqué l'énorme cuve au-dessus de ta tête. J'ai mélangé les pires produits que tu utilises dans ton entreprise et je peux te dire que le résultat est extrêmement corrosif. Une fois le verdict prononcé, j'appuierai sur le bouton de cette télécommande et tout se répondra sur toi. Et ça va être très douloureux car, vois-tu, j'ai dosé ce mélange pour que certes il te tue, mais pour que tu ressentes quand même la douleur, que tu sentes la mort venir te chercher. Ah, il est temps de reprendre le spectacle. Membres du jury, avez-vous pris une décision? Nous, membres du jury, après aveu des faits et délibération, déclarons l'accusé coupable. Sa sentence est la mort. Monsieur Waldorf, vous avez été jugé coupable par le tribunal des Shivers et votre sentence est la mort. Bien, justice a été rendue. J'espère que le spectacle vous a plu. Je vous invite à retourner à votre vie normale. C'était le gentleman. Et je vous dis à bientôt.